Alors On c'est peut parti. applaudir là. Donc on fait une petite conférence comme en début d'année l'an dernier. Donc pour ceux qui étaient déjà venus, bah, ils vont revoir du vécu parce que je l'ai pas changé, c'est la même. J'ai juste pas eu le temps du tout cette semaine ni ce week-end de refaire les slides ni rien. Je voulais les nettoyer un petit peu parce qu'ils vont trop dans le détail. Donc voilà, Sébastien, tu m'arrêtes si je dis des conneries, comme d'habitude. Alors le plan de la conférence, on va commencer par faire une installation simple et rapide parce que vous allez voir que ça va pas prendre très longtemps, sauf si c'est sur une vanne. La structure d'une distribution, je pense que ça va être un petit peu le passage qu'on va égrener. Comment installer des logiciels? Vous allez voir que ça change pas mal. Alors pour les Mac, je vois qu'il y en a pas mal. Il y a le côté App Store qu'on va retrouver. Les avantages au dépôt, c'est ça. Les trois interfaces graphiques modernes, on va en parler après. Pour ceux qui connaissent déjà, alors Unity a sa propre interface. Ubuntu a sa propre interface qui s'appelle Unity. On a aussi donc GNOME, qui a pas mal évolué ces dernières années, et puis KDE. KDE, je sais pas trop parce que j'utilise plus, donc ça a dû changer pas mal aussi. On va voir des logiciels uniques. Alors ça, c'est les petits logiciels sympas qu'on a sous Linux, mais j'en ai pas sous la main, donc on verra à la fin. Et un gros point sur la compatibilité, interopérabilité. Il y aurait des choses à rajouter, notamment avec l'arrivée de Windows 8. Donc on verra sur la fin ce que ça change. Et des logiciels communautaires principalement. Vous connaissez tous, hein, Firefox et compagnie. On verra qu'est-ce que ça change. Alors, la démonstration en temps réel, oui, ok. Donc je vous ai fait une VM. Pour ceux qui n'ont jamais vu Ubuntu, ah oui, je suis en plein écran. Pour ceux qui n'ont jamais vu une Ubuntu, ça ressemble à ça. Donc c'est très simple, on a un dock sur le côté, hop, C'est juste contrôle droit plus F. contrôle droit plus F, ouais mais par contre, contrôle droit plus F. J'ai dit essaye. Ah ouais, Non, c'est bien placé en full screen mais sur mon écran principal. ouais, Ouais, en bas. ça a capturé ma souris. Ah ok, parce que j'en ai une aussi sur mon écran ici, mais comme elle est virtuelle. Voilà. Du coup, on voit des trucs qu'on devrait pas voir. Donc la liste. On peut acheter en rapport avec le carré. Putain. Ouais, donc du coup, j'aurais bien voulu que ça s'adapte moins à mon écran, mais j'ai pas mis les tools. Donc les applications se trouvent, genre, je sais plus quel onglet. Ça doit être celui-ci. Hop. Donc en fait, c'est simple, hein, c'est le même principe que quand vous avez alors, anciennement, Windows faisait ça. On avait le bouton démarrer qui appelait directement une petite barre de recherche. Bon, cette fois-ci, elle est un peu plus grosse, elle est carrément mise en avant. On commence à taper le nom d'un logiciel, au pif, Firefox. Il fait une sélection dans tout ce qu'il vous propose et il vous propose directement toutes les applications qui commencent par ce nom-là. Ça, ce type de recherche, on va le retrouver dans la plupart des interfaces sous Linux. GNOME le fait, KDE je suppose aussi. Hein, je sais pas, Sébastien, faut que tu mettes parce que KDE, ça fait un an que je l'ai pas sorti. Ouais, ok, désolé, ça fait un peu la même chose. Sous le même genre. Utilisé avec Fast Fire, du coup, je vais plus pouvoir. C'est gratuit. Donc c'est simple, si on veut lancer une application, on appuie sur Enter, ça la lance. Globalement, toutes les applications que vous avez ici, c'est les applications que vous avez installées via la Logitech. Donc la Logitech Ubuntu qui est ici. Vous avez lancé l'installation ou vous voulez qu'on le fasse en même temps? Ouais, enfin c'est suivant, vous remplissez tous les champs globalement. Ouais, même en live, on peut le faire en live. Le seul truc c'est que ça prend du temps. Et comme mes VM patinent un peu dans la smoule, j'ai pas l'occasion de vous le faire. Enfin, ça va prendre 10 plombs, mais je vous laisse faire suivant quoi. On avance un petit peu. Donc voilà, ça c'est la présentation de l'interface. On va regarder rapidement un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous avez un dock sur le côté. Les interfaces sous Linux, elles sont interchangeables. C'est-à-dire que là, par exemple, celle qu'on utilise tout de suite, c'est un petit peu comme si vous aviez votre Windows ou votre Mac et en l'espace de 5 minutes, on peut se dire, bah, je vais installer une nouvelle interface. Donc là, par exemple, la Logitech se charge. Donc la Logitech, c'est un petit peu le centre d'application. Vous n'allez pas chercher vos applications vous-même sur Internet. On vous les apporte là-dedans. Et en gros, pour chaque distribution, il y a des volontaires qui vont prendre un logiciel, par exemple Firefox, et puis ils vont le compiler une fois, ils vont vérifier que la compilation elle fonctionne sur cette machine avec les logiciels qui sont autour. J'avais dit que ma VM était pas stable, je sais pas pourquoi. J'ai pas fait les mises à jour, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, la Logitech se présente comme ça. Ubuntu, donc c'est une distribution, c'est la plus grosse distribution, je pense, sous Linux, enfin la plus populaire en tout cas pour débuter.
Enfin, même nous, hein, on l'utilise, on est trois Linuxiens, Romain, Sébastien et moi, on l'utilise depuis l'AB1. Donc globalement, il y a énormément de logiciels, j'ai même pas fait le compte combien il y en avait, mais il y en a un gros paquet. Et chaque distribution, donc pour chaque distribution, il y a des volontaires qui vont prendre le logiciel, vérifier qu'il s'intègre bien avec les autres, et ensuite, vous pourrez le télécharger directement ici. Donc là, par exemple, si on veut installer une nouvelle interface graphique, je sais pas si ça va marcher parce que ça prend du diplôme aussi. Michel, je fais une faute de frappe. Le nom tout court devrait suffire, comme disait. Troisième. Ok. Donc, sous Linux, il y a plein d'interfaces et tout, il y en a des biens. Puis, il y en a une qui surpasse toutes les autres et qui surpasse toutes les interfaces connues et qui seront connues d'ici les 10 années à venir, qui s'appelle GNOME 3, donc ici GNOME Shell, qu'on peut installer très facilement. Il va me demander mon mot de passe, je suppose. Non. Tu vois, il se passe un truc super désagréable, c'est mon pointeur, il se téléporte à gauche, je sais pas pourquoi. C'est super galère. Oui. Très bonne question. J'avais bien l'impression qu'on faisait les choses à l'envers ce matin, mais... Alors, Romain, je trouve que c'est un peu feignant. Ça, c'est juste pour pas l'expliquer avant, mais. Alors, dans la... ben, je sais pas si je l'ai dans les slides, c'est ça qui me stresse depuis tout à l'heure. Parce que j'avais préparé une super image. C'est celle à laquelle je pense, c'est ça. Oui. Mais je sais pas si je l'ai mise. J'ai dû la mettre, allez, dis-moi qu'elle y est, dis-moi qu'elle y est. Putain, mais c'est pas possible, je l'ai pas mise. Ah, mais j'en peux plus, je suis dégoûté. Donc en gros, les distributions sous Linux. Comment expliquer le concept? Je sais pas, Sébastien, t'as une idée? Alors, On commence par les trois branches ou pas? Linux, c'est un truc, vous voyez, genre, Je vais la alors retrouver. attendez, 2 secondes. Vous voyez, il y a un Linux qui est installé sur cet ordinateur portable, donc un petit ordinateur portable classique. Il y a un Linux qui est installé sur mon téléphone portable. C'est un Linux en place. C'est exactement le même noyau pour accéder à l'entrée. Linux, c'est le système d'exploitation qui équipe donc 90% des 500 ordinateurs les plus puissants du monde. Vous savez, le classement Top 500 d'ailleurs, qui avait publié un nouveau classement en novembre, donc il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc vous imaginez que du téléphone portable, même du routeur, j'ai un routeur chez moi qui tourne sous Linux, du routeur, du téléphone portable jusqu'au supercalculateur, on peut peut-être se dire qu'il y a quand même des besoins légèrement différents en quantité de logiciels, en logiciels installés. Donc par exemple, je sais pas, moi quand j'utilise un ordinateur, ça me paraît normal que j'ai Firefox d'installer sur mon ordinateur. Par contre, ça me paraît pas normal que j'ai Firefox d'installer sur mon routeur. Mon routeur, enfin, vous voyez, un routeur, le truc, on le branche sur le réseau et puis ça fait des trucs magiques pour avoir Internet, c'est génial. Voilà, donc les besoins en logiciel sont totalement différents. Du coup, l'idée qui existe sous Linux, alors ça existe un petit peu aussi sur Mac et Windows, mais sur Mac et Windows, il y a deux grandes branches. Il y a par exemple Windows, donc Windows 7, Windows 8, etc., Windows partie client, et puis il y a la partie Windows Server, donc Windows Server 2008, 2012, etc. Donc, ces deux systèmes qui ont la même base, le même noyau, mais par contre, les logiciels qui sont dessus sont différents et donc s'adaptent à différents besoins. Alors la petite différence, c'est que donc Apple, il y a macOS X client et macOS X serveur. Comment ça s'appelle Windows, il y a Windows client et Windows serveur. La différence, c'est que les distributions Linux, il n'y en a pas deux, il y en a. En fait. Et là, Sébastien, tu vas être content parce que j'ai retrouvé l'image. Non, ok, alors. Ah non, mais attends. Voilà, j'ai distributions. J'ai un pote en fait qui faisait une conférence là-dessus à une Ubuntu Party un jour, et puis il voulait compter le nombre de distributions Linux qui existaient ou qui avaient existé, et au bout de 600, il a arrêté parce qu'il en avait marre. Voilà, donc il y a énormément de distributions Linux, il y en a à peu près une dizaine ou une vingtaine de vraiment différents qui sont adaptés à différents besoins. Donc je sais pas, il y a Ubuntu par exemple qui est une distribution faite pour le grand public, donc faite pour que ma mère puisse l'utiliser, ça tombe bien d'ailleurs, elle l'utilise. Il y a, je sais pas, Fedora par exemple, qui est plus une distribution, alors qui est un petit peu orientée grand public, mais plus côté développeur. En fait, eux, leur philosophie, c'est de dire, tous les logiciels qu'on installe sur notre machine doivent être exactement comme le logiciel est proposé autrement. Ce qui est une philosophie totalement différente de Debian, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Debian, ça a été utilisé sur les serveurs. Debian, leur philosophie, c'est qu'il faut que ça marche, et il faut que ce soit stable. Debian, quand ils ont un bug par exemple dans Firefox, leur premier réflexe ça va être d'essayer de
Fedora, c'est une philosophie totalement différente. Eux, leur but, c'est d'aider les développeurs de ces applications à corriger le problème. Il n'y a pas de meilleure distribution qu'une autre. Debian va être meilleure parce qu'elle sera stable. Fedora va être meilleure parce qu'elle va encourager au développement des applications, à la modification des applications. Ubuntu va être meilleure parce qu'elle va permettre de proposer à un utilisateur lambda de pouvoir utiliser Linux sans prendre la tête. Il y a aussi des distributions dites, qui sont connues pour être compliquées à utiliser. Donc par exemple, il y a Gentoo, la distribution préférée d'Alexis, puisque le principe est tout simplement de compiler en fait tout ce que vous installez. Donc dès que vous installez Firefox, vous le compilez vous-même avec vos propres options de compilation. Donc par exemple, vous avez donc un environnement de bureau. Sur moi, mon gestionnaire de session, vous voyez, c'est le truc où on me demande mon utilisateur avec mon mot de passe, je tape mon mot de passe, je peux entrer et ça accepte. Ce gestionnaire de session, le mien, il est compilé avec le support du Bluetooth. Donc en gros, tu as un morceau de code dans mon gestionnaire de session qui s'occupe juste de gérer le Bluetooth. Ça, c'est un code vraiment très pratique parce que si vous avez un clavier Bluetooth et que vous n'avez pas de code pour gérer les claviers Bluetooth, vous ne pouvez pas trop vous lever. Ouais, mais le truc, c'est que si j'ai pas de Bluetooth, ça sert à rien de charger un code en mémoire qui ne servira à rien pour un truc super utile. Donc c'est ça la philosophie Gentoo. Alors en théorie, si vous écoutez un Gentooiste qui a passé une semaine à faire une Gentoo, à se planter 3 fois, c'est génial et bon, vous avez des performances de folie. Bon, vous avez un léger mieux, ouais, peut-être. Voilà, donc c'est plusieurs exemples, mais il y en a plein comme ça, des exemples de distribution Linux. Il y a Calcul, je suis plus scientifique Linux, ou je sais pas, un truc comme ça, qui est utilisé plus dans les universités, qui vient avec un lot, avec un environnement fait pour le travail scientifique, notamment le calcul, etc. Bah attends, on va la retrouver. Elle est basée sur quoi? Basé sur CentOS. Ah putain, il y a du taf. Il y a aussi des distributions qui sont pour les entreprises, donc Red Hat, SUSE, qui sont les deux plus grandes. Ubuntu est quelque part dans ce tas-là. Je sais plus où il est foutu. C'est simple, regarde celle qui porte le plus, il y a Ubuntu en dessous. Par là, non? Non, je pensais en dessous. Ah, bien joué. Ok, GG. Donc ça, c'est en gros l'arbre des distributions. Ce qu'on appelle l'arbre des distributions, c'est chronologiquement toutes les distributions qui existent ou qui ont existé à partir de Linux. Donc Linux, c'est juste un noyau qu'on va assembler un petit peu comme des Lego avec des autres logiciels, des autres piles logicielles. Et plus on rajoute de logiciels, plus on s'approche d'un OS. Et puis au final, il y a des distributions très basiques. Donc on voit par exemple la toute première ici, c'est Debian. Debian qui est une distribution de base serveur qui propose, je sais pas loin de 30 000 paquets. Juste en dessous, on a une SUSE, c'est ça, non? Ou Slackware? Ok, tant pour moi, Slackware. Et tout à la fin, on a Red Hat. Les trois orientations, les trois manières de faire sont assez différentes. Red Hat, c'est plus orienté entreprise. Ils font des contrats comme Microsoft où ils vendent des serveurs, des solutions serveurs avec du support, etc. Slackware, je sais pas trop ce qu'ils font comme truc à l'intérieur. Il y a quoi? En fait, Slackware, à une époque, c'était une bonne distribution parce que c'était Apple. Ouais, voilà. Aujourd'hui, il y a eu d'autres trucs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose depuis en Slackware. C'est peut-être par là qu'il y a Backtrack, non? Les trucs dans ce genre-là. C'est basé sur Ubuntu. Et puis on voit, alors chaque petit trait ici c'est une distribution. Et puis en fait on voit Debian. Il y a des gens qui sont partis du code de Debian pour faire d'autres distributions. Donc là par exemple le trait qui descend ici, ça doit être celui de Ubuntu, si je me suis pas planté. Vu le nombre de fois, je dirais que oui. Ça m'a l'air d'être ça. Et puis Ubuntu a servi de base pour faire d'autres travaux. Donc si on continue de s'approcher, par exemple, on va avoir, je sais pas, bon, il y a d'autres distributions qui se baladent par ici, Ulteo, une entreprise de Caen. La distribution n'existe plus, mais c'est vrai que l'entreprise est de Caen. T'as qu'à l'enlever ici. Faut le faire retirer. Vas-y. Donc voilà, tout ça pour dire que quand même, sous Linux, bon, on a une habitude, c'est de réinventer la roue, hein. Globalement, tout le travail qui a été fait est souvent réinventé. Donc ça sort dans tous les sens et après l'idée c'est de trouver parmi tout ce qui émerge, sélection naturelle, qu'est-ce qui est le plus choisi par les utilisateurs, qu'est-ce qui est le plus travaillé. Et au final, vous allez vous retrouver avec une sélection très courte de distributions. Par exemple, les distributions de bureau, on a Ubuntu, on a Fedora, on a éventuellement OpenSUSE. OpenSUSE qui a qui a une bonne intégration de KDE. Donc pour les gens qui aiment KDE, voilà, il y a des choses comme ça.
Et globalement, il n'y a pas de grande spécificité. Les seules choses que vous allez devoir distinguer, c'est que par exemple, Ubuntu, comme c'est basé sur Debian, quand vous voulez installer un logiciel, par exemple, si on vous donne un logiciel à installer sous forme d'exécutable, ça va être un point .deb. Si vous avez une Fedora, comme c'est issu de, ouais, mais non, directement ou c'est un fork de CentOS? Non, directement. Donc ça reste du point .rtm. Et en fait, c'est la seule différence. Ubuntu a un choix de logiciels qui est très large. Par exemple, aujourd'hui, quand les éditeurs commencent à faire des jeux vidéo sous Linux, il y en a un que j'avais lancé tout à l'heure. Ils le distribuent dans deux formats. Vous l'avez soit en format binaire tel quel, soit en format packagé. Et en format packagé, vous en avez que deux, c'est soit du deb, soit du RTM. Donc au final, voilà, Ubuntu, ça reste du grand classique. Donc au niveau des interfaces, malheureusement, je crois qu'on n'y arrivera pas, De toute manière, en VM, montrer exemple à l'échelle, c'est pas très. ce qui m'embête pas mal. En mode Calio. Bah non, non, mais je peux le montrer directement ici par contre. Ah, mais t'as en double écran, je pas. Non, mais je vais juste déplacer ma barre. Ouais? Sans changer d'écran ici. Ah, tu vas voir. Si je me tire pas une balle dans le pied, sinon on n'aura plus d'écran. Mais ça se tente à mon avis. Ah oui, mais avec le truc ND. Hop, donc tu vois, non, non. Je prends ça, je fais glisser ma barre ici, Ah, j'applique. Là, il va se passer un truc de fou. Et si ça se reconnecte pas, nickel. Alors, respect, hein. T'as vu ça? Hop, je mets ça de côté. Donc ça c'est mon bureau. Bon, sur mon vrai bureau, il y a des icônes, hein. Mais là, il n'y en a pas. Donc ça, c'est Gnome. C'est la deuxième interface dont je vous ai parlé tout à l'heure. Globalement, ça ressemble à ça. Ici, j'ai mes bureaux virtuels qui sont sur le côté. Je peux me déplacer comme ça. Je prends une fenêtre. Qu'est-ce qu'un bureau virtuel? Parce que Windows. Et ben voilà. Un bureau virtuel, c'est un second bureau. Du bureau virtuel blanc, là, dans Quoi ici? Les petites fenêtres? ouais, ouais. Non, Il y a des miniatures, hein. ça doit être le décalage, je pense. Enfin, le fait que je suis sur écran déporté. Donc un bureau virtuel, très bonne question de Sébastien. Exactement. Alors en fait, il y a deux solutions. Soit on a 50 000 fenêtres et on fait des alt tab toute la journée, soit on se dit on va essayer d'organiser un petit peu son espace de travail. Donc par exemple, en général, on peut avoir une VM sur le premier bureau enfin en plein écran. Sur votre deuxième bureau, vous avez votre cours, votre PPT qui est ouvert en grand. Et puis sur une troisième page, par exemple, je sais pas, votre navigateur pour faire des recherches. Et avec un simple petit clic de molette, on peut passer de l'un à l'autre. Donc mes applications, oui. En fait, le gros intérêt des multi-bureaux, c'est que vous voyez, vous êtes en stage, donc vous avez votre bureau travail, vous avez votre bureau glande, et comme ça, quand quelqu'un passe devant votre épaule, changez de bureau, et puis c'est bon, vous êtes sur le bureau de travail, personne ne peut rien vous dire. Et puis comme souvent c'est le patron, il connaît pas trop les histoires des bureaux virtuels, il verra que vous avez que des trucs de travail ouverts. Qu'est-ce que vous êtes sérieux quand même? Moi, je travaille avec Quel croire. attends, il y a des bureaux virtuels maintenant? Le bureau, enfin t'as métro et t'as ton bureau, Métro, c'est un bureau virtuel? non, mais du coup, c'est le bureau virtuel. Enfin, le bureau, Ah, tu peux cacher? tu peux rentrer sur ton Ouais. bureau et avoir métro du bureau avec les yeux ouverts. D'accord. Pour le voir. Ouais. Pour voir ça comme ça. Donc du coup, voilà, les deux interfaces KDE, du coup, je vais pas pouvoir la présenter parce que bah, ma VM visiblement passe sur Internet. Donc je peux pas faire mes mises à jour déjà. Et puis je peux pas télécharger le logiciel. Je vous ai fait une démonstration dans la Logitech il y a 2 minutes. Et l'installation c'est toujours pas faite, ce qui est bien dommage. Donc hop. Donc après il y a des spécificités, des petites spécificités selon les interfaces. Typiquement, Ubuntu, enfin qui est développé par une entreprise qui s'appelle Canonical, a fait un petit choix, c'est quand vous lancez vos fenêtres dans le même état d'esprit que Mac, les barres de menu se cachent dans la barre principale qui est tout en haut. Donc vous n'avez pas fichier, etc. Enfin tout ça c'est, vous avez une barre unique et en fait il faut changer de fenêtre si vous voulez pouvoir cliquer sur les fichiers options des autres fenêtres. Vous ne pouvez pas cliquer à travers. Comme c'est le cas par exemple sur enfin là on voit bien ici par exemple si je prends l'équivalent sur Gnome, sur Gnome j'ai bien fichier édition affichage qui sont directement attachés sur mes fenêtres. Donc il y a des petites différences comme ça, c'est vraiment une question de goût si vous voulez vraiment avoir ça d'un côté ou de l'autre. Les différences de toute façon sont toujours paramétrables dans une limite que pose chaque état de bureau. Même chose pour les fenêtres, pour les fermer un pouce à droite, un pouce à gauche, c'est selon vos habitudes.
Donc là, pour les présentations d'interface graphique. Alors globalement, maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait, alors là, on avait des choses qui étaient un petit peu compliquées. C'est vrai que pour aborder Linux, c'est pas forcément la meilleure chose. Globalement, vous avez votre Windows, vous avez votre disque dur principal, C2 points, et à l'intérieur de votre C2 points, si vous allez à la racine, vous rentrez dedans et vous allez voir, vous avez un dossier user, vous cliquez dedans, vous avez votre dossier utilisateur, par exemple Romain, vous cliquez dedans, vous avez un dossier desktop, vous cliquez dedans, vous êtes sur votre bureau. Sous Linux, c'est la même chose, sauf que tout ce qui est en dehors de votre dossier utilisateur, vous n'avez pas le droit d'écrire dedans. C'est comme si vous n'aviez pas le droit d'écrire directement de fichiers dans C, vous n'aviez pas le droit d'écrire dans Program File, vous n'aviez pas le droit d'écrire dans User. Le seul endroit où vous avez le droit d'écrire, c'est à l'intérieur de votre dossier utilisateur. Et ensuite, tout ce qui est à l'intérieur, les dossiers type mes musiques, mes images et compagnie, tout ça, c'est votre environnement à vous. Tout ce qui est en dehors, vous avez besoin d'un mot de passe. Typiquement, l'utilisateur, il est là pour utiliser. Il n'a pas besoin de privilèges supplémentaires. Donc, pour installer un logiciel, si par exemple, je sais pas, on va prendre un cas très simple qui arrive très souvent à mes parents, ils sont en train de surfer sur Internet, il y a une petite pub qui s'ouvre, ils cliquent sur OK et ils se retrouvent avec une toolbar. Et la toolbar, les trois quarts du temps, les gens ne font pas des extensions pour navigateur, c'est un logiciel à part entière. Et ce logiciel-là s'installe de manière silencieuse, et mes parents n'ont jamais compris ce qui s'est passé, comment ils se sont retrouvés avec la barre de Skype ou avec la barre de je sais pas quel opérateur de publicité. Sous Linux, c'est pas possible parce que dès que vous allez vouloir installer un logiciel, on va avoir une petite pop-up qui va s'ouvrir en vous disant il faut taper votre mot de passe. Donc dès qu'il y a une action à faire qui modifie les fichiers ou qui peuvent mettre entre guillemets en péril la stabilité de votre ordinateur, vous avez besoin de taper votre mot de passe. Donc si un utilisateur se fait par exemple viruser, pirater ou pourrir sa session, la seule chose que vous avez à faire, c'est sauvegarder ce qu'il y a dans le dossier principal, donc dans le dossier user, vous sauvegardez vite fait vos paramètres Firefox, etc. Vous avez un petit dossier à récupérer, vous supprimez la session, vous faites une nouvelle session, vous remettez ces dossiers à l'intérieur, et vous avez une session toute neuve, vous n'avez même pas besoin de vous poser la question, et qu'est-ce que j'ai comme virus, et je passe 3 heures à mettre des antivirus, des machins, des nettoyeurs, voilà, il n'y a pas besoin, vous quittez votre session, vous la nettoyez, vous en faites une neuve. C'est super rare, parce que globalement, aujourd'hui, Linux est utilisé par 1% des gens, donc il y a assez peu de gens qui s'emmerdent à faire des virus pour le bureau. Mais je pense que ça viendra. À mon avis, c'est comme les gens qui utilisent Mac aujourd'hui doivent se dire c'est bon, on est à l'abri des virus, mais un jour ça viendra forcément. Enfin, dès que le volume d'utilisateurs augmente, il y a forcément une cible. Donc les points de montage, bon, je vais pas en parler, c'est l'endroit où sont montés vos disques durs, vos lecteurs CD, clés USB, tout ça. C'est fait automatiquement, il n'y a pas besoin d'en parler. Comment installer des logiciels? Alors sous Linux, il y a trois manières d'installer des logiciels. Vous voulez installer un logiciel sous Windows, vous allez sur le site de Skype, vous téléchargez Skype, vous double-cliquez dessus, l'installation se lance. Ça, typiquement, ça va correspondre à ce qu'on appelle une installation statique. L'installation statique, c'est on vous donne un DEB, vous allez sur le site comme j'ai fait tout à l'heure de, par exemple, Unigine, qui est l'entreprise qui développe un jeu que j'ai acheté. Vous double-cliquez sur l'icône, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre en vous disant, nanana, tout ça, suivant, suivant, suivant. L'installation se fait, vous obtenez un dossier qui lui du coup ne va pas être rangé dans le dossier de votre ordinateur, qui va pas être dans le programme file parce que vous n'avez pas besoin de taper de mot de passe. Il va l'extraire directement sur votre bureau, vous avez un dossier et l'icône du jeu est à l'intérieur, vous pouvez lancer le jeu. Deuxième manière d'installer, c'est à partir des sources. Alors il y a des gens qui se disent bon voilà, moi j'ai fait un logiciel, je l'ai développé pour tout le monde. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a tellement de distributions Linux que pourquoi est-ce que je vais m'embêter à faire un dépôt? Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à faire un paquet spécifique pour chaque distribution? Je vous file les sources, je vous file un petit guide d'installation qu'on appelle le make install, qui est un dossier avec un fichier texte avec tout ce qu'il y a besoin de faire, il va checker les dépendances, etc. Vous avez juste à l'exécuter, et ce script-là, il va vous guider au moment de l'installation pour résoudre ce qu'on appelle des dépendances. Et je vais revenir 2 secondes après sur les dépendances parce que Sébastien va avoir un petit speech à faire là-dessus. Et la dernière manière, c'est par des dépôts. Et ça, franchement, c'est le moyen le plus simple à utiliser. Sous Linux, on a vu tout à l'heure, il y a une Logitech. Alors la Logitech, elle a plusieurs noms selon les distributions que vous allez utiliser. Je l'ai fermé, c'est dommage. C'était quoi son ancien nom? Le logiciel qu'on utilisait avant? Synaptic. Hein? Non, j'ai jamais utilisé. Je crois que j'avais Synaptic sous KDE. Moi, je me trimballe toujours avec mes habitudes. Euh, oui, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, c'est le nom du logiciel et le nom du paquet doit être différent. Peut-être une connerie comme ça. Donc globalement, sur toutes les distributions Linux, vous avez
un logiciel qui ressemble à ça, donc en plus ou moins commercial. Là, Ubuntu, ils ont fait un truc avec toutes les icônes qu'on peut télécharger, vous pouvez avoir des jeux, etc. Tout est ici. Mais globalement, les logiciels, si on veut les avoir, je sais pas si on peut faire un tri, si ma souris se barre pas, fournis par Ubuntu. Alors là, vous avez, donc voilà, ça c'est les différents types de logiciels. Il y a ceux qui sont fournis par la distribution. Tout à l'heure, on disait par exemple Firefox, il y a des volontaires qui vont packager Firefox pour une distribution. Ubuntu fournit de base dans ce qu'on appelle des dépôts. Alors un dépôt, c'est un espace, un espace web, c'est du web, non? C'est du, enfin les deb, il me semble qu'on peut les crawler. C'est un espèce, vous imaginez un site, index-off. À l'intérieur, il y a plein de fichiers, il y a plein de dossiers, tout est trié, etc. Tous les logiciels sont mis à disposition par la communauté, enfin par les gens qui sont chez Canonical et qui ont packagé ou qui se sont fait aider pour packager tous les logiciels. Tous ceux qui sont fournis ici, on sait qu'ils fonctionneront une fois installés sur l'ordinateur. Là, il y en a pas loin de 30 000, je crois. En dessous, on a les partenaires de Canonical. Les partenaires de Canonical, c'est, je ne sais pas comment elle s'appelle cette entreprise, mais eux, par exemple, ils ont fait un partenariat. Je dis des conneries, partenaire Canonical, c'est quoi? C'est les... Non, là, ça va plus être, comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? VirtualBox, peut-être Adobe, ou des trucs comme ça. Non, attends, putain, comment il s'appelle? Ah non, mais Parallels, ça n'existe plus. Non, enfin, en gros, Je sais plus ce qu'on a dans les partenaires. des sociétés qui ont fait un partenariat avec Canonical pour les autoriser à distribuer leur, comment ça s'appelle? Ah, Java? Les conneries comme ça? Ouais, Java, je pense. Ah, je sais pas si. Java... Ouais, enfin non. Ça change de licence toutes les versions, donc je pourrais pas te dire, parce que je ne suis plus, enfin. Mais l'ancienne version de Java devait être là-dedans, Ouais, il me c'est semble. possible aussi. VirtualBox, la version. Ouais, Donc ok. en gros, c'est des gens qui ont autorisé Canonical à distribuer gratuitement leur logiciel. VirtualBox, je pense Slash est là-dedans aussi. Des choses comme ça. Ah oui, j'avoue, les MP3 et compagnie. Tous Voilà, les formats comme ça. Oui, alors, de base, c'est vrai qu'on a oublié un petit point quand même, mais tous les logiciels qui sont fournis par Ubuntu, enfin par les distributions Linux en général, elles ont un petit spécifique, un petit truc en plus. Enfin, en plus, ça dépend des utilisateurs, mais les licences sont libres. C'est-à-dire que les gens qui font ces logiciels-là donnent à la communauté le code source pour travailler, pour faire des extensions, pour de la compatibilité, etc. Et du coup, ça a des répercussions qui vont beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, pour utiliser un ordinateur qui est capable de lire du MP3, vous devez payer une redevance à Sony. C'est comme ça. Vous pouvez pas distribuer, bah, c'est bien ça le problème, hein, Sébastien, tu me confirmes? ouais, mais je pensais que ça Sony. J'ai MP3? ça en tête, mais comme ça n'existe plus. Donc, Il me semble avoir vu il n'y a pas très longtemps que c'était Sony. Bon, une entreprise ouais, lambda. ouais. Donc voilà, vous ne pouvez pas distribuer. Et donc si on voulait inclure des logiciels dits propriétaires dans cette distribution, par exemple Skype, eh ben on ne peut pas distribuer comme ça Skype sans passer par le site. La licence de Skype l'interdit en fait. Vous êtes obligé d'aller sur le site officiel de Skype. Vous allez être soumis aux publicités, etc., tout ce qui est sur le site. Ensuite, vous pouvez le télécharger, éventuellement vous inscrire. Par exemple, aujourd'hui, pour télécharger Skype, on est obligé de s'inscrire. Et ensuite, vous pourrez installer vous-même le logiciel, mais c'est l'utilisateur qui doit le faire. Donc, la distribution n'est pas fournie avec de quoi lire du MP3. En revanche, si vous avez tous fait l'installation depuis tout à l'heure, vous avez une petite case que vous pouvez cocher manuellement. Et une fois que vous avez coché cette case, après l'installation, automatiquement, la distribution va aller chercher sur Internet les codecs MP3, les codecs, etc., pour que vous puissiez lire plus ou moins out of the box tout ce qui est format propriétaire, donc H264 et compagnie. Comme ça, vous avez une distribution qui est capable de lire des films, etc. Et ce n'était pas distribué avec la distribution. On va retrouver dans le payant bah, tous les logiciels payants. Donc là, on va retrouver principalement des jeux. Je ne sais pas ce qu'ils vendent d'autres, mais des applications payantes, quoi. Des applications d'anonymat de mail, apparemment c'est la mode parce qu'il y en a pour les deux qui sont là, je sais pas. Et la dernière catégorie, c'est indépendant. Indépendant, c'est-à-dire que vous allez vous-même ajouter un dépôt. Je vais en parler juste après avoir expliqué pourquoi est-ce que dans les logiciels fournis par Ubuntu, j'ai souligné tout à l'heure, il y a une compatibilité avec la distribution. On a 39 000 logiciels, ou 36, j'arrive jamais à me rappeler du chiffre, hein, bon, on va dire plus de 30 000. Vous avez plus de 30 000 logiciels qui sont fournis par cette entreprise. Si vous allez dans la Logitech et vous tapez le nom d'un logiciel, vous allez vous rendre compte que par exemple pour installer GNOME, là vu que j'ai déjà installé Unity, je précise bien que j'ai déjà installé Unity, l'installation va peut-être peser quelque chose dans les 400 mégas. Si je prends la même distribution Ubuntu version serveur et que je veux faire la même installation du même logiciel, on va me dire attention, GNOME pèse 1 giga.
En fait, les logiciels qui utilisent les mêmes bibliothèques partagent ces bibliothèques. Quand on va prendre un parallèle, quand vous installez Skype sous Windows, vous téléchargez 40 mégas de Skype et à l'intérieur de Skype, il y a des DLL, par exemple l'interface graphique, par exemple, je sais pas, les bibliothèques qui font les liaisons avec le son, avec le réseau, ce genre de choses. Skype va réutiliser, enfin, va utiliser sa propre implémentation, etc. Je ne sais pas si c'est à peu près vrai pour le réseau, mais ils vont utiliser un tas de librairies qui existent déjà. Et chaque logiciel va devoir réinstaller euh, toutes les couches qui permettent de le construire. Sous Ubuntu, enfin sous Linux, c'est pas exactement pareil. En fait, on partage les installations. Si par exemple, pour construire la fenêtre qui est ici, j'ai besoin d'une bibliothèque qui s'appelle GTK, que Firefox utilise, que la Logitech l'utilise, quand je vais installer Firefox, cette bibliothèque, il va regarder la liste de ce qu'on appelle des dépendances, et il va dire, ah, cette bibliothèque, je l'ai déjà. Donc du coup, j'ai pas besoin de te la télécharger, etc., etc. Et du coup, quand on veut installer GNOME, qui est quelque chose qui est très proche de Unity, qui utilise le même moteur, eh ben, on va se retrouver avec une installation qui va peser plus que 400 mégas parce qu'il a juste besoin des paquets résiduels. Et tout le reste, le plus gros de l'installation est déjà dans l'ordinateur. Quand on installe GNOME Shell sous Ubuntu, ça m'étonnerait que ça prenne plus de 40 minutes. J'avais vu 400 tout à l'heure. À retenter du coup, mais je sais pas combien Moi, ça j'ai pèse. les 16 ou 20 en tête, mais... Ok, je te fais confiance Sébastien, mais je ne saurais pas dire. Donc voilà la grosse importance d'avoir des paquets qui sont compatibles les uns entre les autres, parce que tous les logiciels doivent avoir plus ou moins les mêmes, ce qu'on appelle les mêmes bibliothèques partagées. Mais alors on va me dire, si par exemple Firefox ou Chrome, par exemple Chrome, la dernière version de Chrome sort, et Chrome se dit, moi j'ai besoin de la toute dernière version de GTK, et puis bah là ma distribution, elle a quand même quelques mois, alors peut-être qu'il y a une version plus récente qui est sortie entre temps, et puis la Logitech, elle a besoin d'une ancienne version, mais absolument d'une ancienne version, parce que l'ancienne version n'est plus compatible avec la nouvelle, etc. Ben, on va installer 2 fois la librairie, il y aura 2 dossiers, et les nouveaux logiciels pourront utiliser en même temps les nouvelles librairies, mais c'est un peu plus rare quand même. Sébastien, un truc à ajouter? C'est aberrant de pas faire comme ça, hein. Je veux dire, quand vous installez un logiciel et que vous apercevez que vous installez 200 mégas de logiciel juste pour un driver d'imprimante, c'est pas pour vous poser la question et vous dire non mais il y a peut-être du code que j'ai déjà ou il y a peut-être un problème quelque part. Non, non, c'est très bien. Alors juste, j'aimerais préciser que en plus de permettre de ne pas retélécharger à chaque fois toutes les mêmes librairies, parce que au final, un logiciel ça n'aide pas tant que ça si vous retirez tout le code externe du logiciel. Hein. Alors oui, c'est vrai que comme vous êtes en bien, peut-être que vous n'avez pas encore programmé, mais en fait, quand vous programmez, vous ne pouvez pas faire, typiquement en C, quand vous programmez en C, je suis prêt à parier que jamais dans votre vie, vous ne ferez un programme utile qui n'utilise aucun code externe. Je suis prêt à parier. Donc voilà, c'est très important. Je veux dire, c'est normal d'avoir des librairies, d'avoir plusieurs librairies importées pour un projet, un logiciel. L'idée étant que ce logiciel, quand vous le lancez, il a besoin de charger le code de ses librairies en mémoire. Là, Vincent, il doit avoir 5 applications ouvertes qui utilisent toute la librairie GTK. Si il y avait pas ce système de gestion intelligente des librairies, son système chargerait 5 fois la librairie GTK en mémoire. Là, il a besoin de la charger qu'une seule fois. Rien de plus. Pour gérer ces dépôts, donc on a vu tout à l'heure que les logiciels fournissent, enfin Ubuntu fournit ses propres dépôts. Donc un dépôt, qu'est-ce que c'est? On disait tout à l'heure, on va imaginer une racine de site index.of avec à l'intérieur des dossiers qui contiennent eux-mêmes des dossiers, qui contiennent eux-mêmes des dossiers, qui contiennent les fichiers. Et ces fichiers, c'est des points d'aide, hein, tout simplement. Euh, ces dépôts-là, donc il en existe plein sur Internet. Et puis il y a des gens qui vont faire des logiciels et qui vont se dire, moi j'ai fait un petit truc sympa, j'aimerais bien le packager. Juste, ça m'embête de le faire pour tout le monde. Et puis juste, la distribution est sortie il y a 6 mois. Donc là, bon, c'est pas vrai, mais parce que on va prendre l'exemple d'une distribution qui est sortie il y a 6 mois. Malheureusement, voire même c'est valable pour celle-ci en fait, hein, qui est sortie en octobre. Elle est sortie donc il y a un mois. Et le travail de Canonical s'est arrêté, je sais pas quand, au mois de septembre, on va dire. Au mois de septembre, Canonical a dit, on ne permet plus aux gens de rajouter de logiciels dans notre distribution. Si vous avez développé un logiciel et que vous voulez l'intégrer, vous allez devoir rentrer dans le prochain cycle et votre logiciel va être validé par Canonical. Il y a une phase préalable pour vérifier que le code est propre, qu'il n'y a pas de malware, qu'il n'y a pas de backdoor, etc. Et on va prendre votre logiciel, on va le packager, ou vous allez le faire vous-même, selon si vous êtes très impliqué ou pas. Vous suggérez il doit y avoir un track ou je sais pas trop quoi dans ce genre-là.
sais pas comment c'est géré d'ailleurs, j'ai jamais essayé. C'est sur SourceForge, non? Ou sur, comment ça s'appelle? Tu sais, pour soumettre un logiciel? Sur Launchpad. Vous allez proposer votre logiciel, et puis il va y avoir toute une démarche, alors je la connais pas du tout, hein, qui va s'enclencher. Et pour la prochaine release de Ubuntu, quand on voudra installer votre logiciel, on aura juste à ouvrir la Logitech, on va aller dans la petite barre de recherche, on va taper mon logiciel de Supinfo, et votre logiciel va s'installer. Pour tous les utilisateurs, ils auront rien d'autre à faire. Du coup, ça implique deux choses. La première chose, vous allez me dire, mais maintenant j'ai fait mon logiciel, comment je le mets à jour? Les gens, ils vont pas avoir une version qui est vieille de 6 mois. Et du coup, votre logiciel, vous allez faire des mises à jour, vous allez les soumettre à Canonical, et si c'est des patchs ou des correctifs de sécurité, ils les auront tout de suite. Si c'est des nouvelles mises à jour, des choses qui changent profondément la stabilité de votre logiciel, si par exemple vous êtes passé de Firefox 3 à Firefox, je sais pas, 5 en l'espace de 3 mois, malheureusement, bon c'est un mauvais exemple, euh, pour Firefox c'est une exception, mais pour des petits logiciels, on va dire des logiciels qui ne sont pas maintenus par 10 000 personnes, si vous êtes tout seul sur votre projet, Canonical vous répondra tout simplement, votre logiciel évolue trop vite, ou vous avez fait des grosses modifications dans votre logiciel. On ne peut pas assurer aux gens qui l'utilisent qu'ils vont pas soit casser leur compatibilité, soit perdre des fonctionnalités, soit etc. Donc on vous invite à refaire la soumission pour la prochaine distribution et il sera intégré la prochaine fois. Maintenant, si l'utilisateur, lui, il se dit, bah oui, mais moi en attendant, j'ai vraiment besoin de mes mises à jour. J'utilise un logiciel tous les matins, je sais que la dernière mise à jour corrige je sais pas quoi, ajoute la fonctionnalité par exemple de synchronisation de calendrier que j'ai vraiment besoin, et c'est retoqué. On peut créer son propre dépôt. Alors pour créer un dépôt, c'est plus ou moins simple. On peut passer par, comment ça dit tout à l'heure? Launchpad, merci, je confonds toujours avec SourceForge. Launchpad, donc qui est un hébergeur de code, va vous permettre de stocker votre logiciel dessus sur la plateforme. C'est une plateforme un peu comme GitHub. Vous allez générer, enfin ça va générer automatiquement un paquet que vous allez pouvoir donc renseigner votre dépôt ici. Vous avez une ligne apt. Ce logiciel va vous fournir un lien que Canonical a fait en sorte qu'on puisse installer directement. Ce lien-là, vous allez simplement ajouter la source. Donc là, j'en ai pas ajouté. Ça s'ajoute dans la liste. Et la prochaine fois que vous allez relancer la Logitech, la personne qui voudra taper le nom de votre logiciel va être notifiée d'une mise à jour ou va voir votre logiciel apparaître. Comme ça, si vous voulez développer un logiciel en indépendance sans vous embêter avec la paperasse et aller demander à l'éditeur de la distribution pour rajouter votre paquet à l'intérieur, vous pouvez développer votre propre dépôt et les utilisateurs qui utilisent votre logiciel recevront des mises à jour dès que vous allez cliquer sur Publish dans votre interface. Excuse-moi. Oui. Comment on peut télécharger, enfin comment on peut faire les packages français avec APTG? Super bonne question, je n'ai aucune idée. Euh, Si ton paquet est en français, tu l'as en français. Après, je sais pas si ça gère le multilingue. Avec APTGet, tu vas installer le logiciel, et à côté, Normalement, ouais. tu vas installer les packs de langue. Voilà. Et quel logiciel genre? Bah, typiquement pour... Installe Firefox, à partir du moment où les paquets c'est de ça. langue français sont là, Ouais. Firefox sera en français. Typiquement, N'importe quel logiciel. pour Thunderbird, par exemple, quand tu installes Thunderbird, il est de base en anglais. Et t'as les... Effectivement, alors Thunderbird fait comme ça, mais je crois pas que ce soit une obligation. Hein. Du paquet de langue, du vrai paquet de langue. Oui. Ça, il n'y a que quelques logiciels qui font, mais normalement, en fait, tu installes le paquet de langue qui doit s'appeler genre base ou un truc comme ça. Et à partir de là, tu as les traductions d'à peu près tous les logiciels que tu utilises. Mais pour Ubuntu, OS, tout court. Ah, les paquets de langue, mais ils sont intégrés à la distribution. Ubuntu-lang-fr ou GNOME-lang-fr. J'ai pas compris la question. Tu veux mettre à jour les langues qui sont déjà installées pour la distribution, pour les fenêtres? Moi, quand j'ai fait un LCD, Ouais. j'ai dû les télécharger, j'ai galéré pendant... C'est un truc tout con. Alors moi je passe par l'interface graphique, je me fais pas chier. Ça s'appelle accessibilité, je sais pas quoi, je crois. Ça doit être ici. J'ai installé un thème, c'est pour ça que c'est moche. Bah normalement si. Hop. T'as une fenêtre qui gère ça en fait. Donc là il me dit par exemple prise en charge n'est pas complètement installé. Donc là il va me dire que j'ai pas installé par exemple les langues françaises pour GIMP. GIMP c'est un logiciel que j'ai installé séparément. Et du coup bah, je vais juste cliquer sur installer. Bon j'avais même pas fait gaffe qu'il était en anglais, mais ça me dérange pas. Non, là, c'est juste une lettre de GIMP. Ouais, ou des conneries comme ça. Vous connaissez le nombre de caractères D'ailleurs, je suis étonné là. Je m'attendais à ça. Bah non, bah voilà. Donc là ça va s'installer.
Peut-être que vous saurez. 38. Donc non, du coup, pour les paquets de langue, si c'est pour la distribution, pour l'OS lui-même, en général, c'est soit intégré à la distribution, soit c'est dans les dépôts. Donc juste en ouvrant cette fenêtre, tu double-cliques sur français, tu forces, tu as un bouton pour forcer l'application des packs de langue, ils vont se mettre. Et si c'est pour des logiciels, bah en général, soit le logiciel gère lui-même sa langue, et dans ce cas-là, t'as pas d'autre choix. Soit par exemple pour Thunderbird, ce qui est un petit peu galère, Thunderbird gère ses paquets de langue gère ses langues dans un paquet séparé. Du coup, quand tu as une mise à jour de Thunderbird, Thunderbird se met d'abord à jour, puis le paquet de langue. Du coup, tu as Thunderbird en anglais pendant l'espace d'un quart d'heure. C'est un petit peu galère. Parce que globalement, la gestion des langues, c'est tout ça, tu configures bien la langue de ton système. Ouais, mais parce que vu que c'est une VM, Ça a utilisé l'install de VMware rapide. non, même pas, il y a eu un bug d'entrée. Il m'a resté des couilles. Bah toi. Ah, je te jure, cette semaine. Donc, pour les langues, essaye de chercher pour reconfigurer le paquet local. Ouais. En plus, il est en QWERTY. Vous avez des questions ou pas? On fait une petite pause vite fait. Il y a des choses qui... Non, c'est bon. Une pause pour dire, il y en a un qui l'a fait, donc si vous voulez jouer, il n'y a pas de souci. J'avoue. Après, on approche de l'heure fatidique, non? Quelle heure il est? Ouais. Donc, Attends, par contre, on a trouvé où la page des langues? dans le menu, ça s'appelle gestion des langues ou configuration des langues. Language configure. Ça doit être un truc dans ce genre-là. Roman, si tu veux aider un petit peu. Ah oui, c'est vrai. C'est parfait. Alors là, du coup, on a vu un peu qu'est-ce que c'était Linux, tout ça, mais faut pas se prendre trop la tête et savoir ce que c'est dans le détail Linux. Globalement, Linux, c'est comme un Windows, comme un Mac, c'est un système d'exploitation. Dessus, on va pouvoir jouer, dessus, on va pouvoir suivre des cours, dessus, on va pouvoir travailler, coder, etc. Ce que vous faites sur Windows, vous allez pouvoir le faire sur Linux. Ce que vous faites sur Mac, vous allez pouvoir le faire sur Linux. On peut coder sur Windows? Il y a peut-être des heures d'installation de visuel. Donc globalement, voilà. Après, il faut tester. C'est ça le but. Alors au début, Ouais. pour tester, donc il y a la création des VM. Alors du coup, pensez à mettre directement dès le début français pour éviter d'avoir les petits problèmes. Ah oui, Alors, j'avoue. en installant, donc en testant sur une VM, ça va être les premiers débuts, vous allez voir l'interface. Ça va être très agréable, vous êtes dans une VM fermée, comme quand vous êtes dans une VM Mac, et vous êtes sur Windows, vous êtes complètement isolé dans votre truc, c'est pas du tout utilisable. Alors la deuxième solution, c'est d'installer Linux. Ça fait peur, parce que normalement, on va installer Linux, on va remplacer notre Windows. Il y a besoin de 4 gigas sur votre disque, hein. Si vous voulez le faire, vous avez forcément un partitionneur. Vous avez 50 films en 1024, je sais pas quoi. Vous retaillez un petit peu votre partition, 4 gigas, vous l'avez installé. Voilà, alors installer un Linux, c'est simple, vous devez fragmenter. Faites-le vraiment, parce que sinon vous allez faire des données. Sauf si vous avez un Windows, hein. Si vous avez un Mac, je ne sais pas, j'ai pas de Mac. Commencez par fragmenter votre système d'exploitation. Et ensuite, il suffit de mettre l'ISO, donc soit sur la clé USB, soit sur, vous gravez sur un disque. Pas pour Ubuntu? L'ISO d'Ubuntu. Bah, pour Ubuntu maintenant, c'est seulement sur clé. Oui, la dernière d'Ubuntu ne tient pas sur un disque, donc sur un DVD, c'est bon, voilà, sur USB, enfin bon. Et vous bootez dessus, et là on va vous poser deux choix, soit vous l'installez, soit vous la testez. Ben, je vais vous inviter à d'abord la tester, comme ça vous allez voir, c'est un peu mieux qu'une VM, c'est un peu plus fluide, tout ça. Et après, quand vous êtes prêt, ben, vous l'installez. Donc vous installez la VM, Ubuntu, autre chose. Hein. Et là, donc on va vous proposer à plusieurs étapes. Donc on a dit d'abord de défragmenter sur Windows. Et là, on va vous demander en fait, soit vous installez entièrement Ubuntu sur tout votre disque, soit vous le mettez à côté de votre Windows. Donc du coup, si vous faites ce second choix, vous allez pouvoir redimensionner votre partie sur Windows et mettre Ubuntu à côté. Et du coup, au prochain redémarrage, après l'installation, vous allez au bout de votre PC, vous allez avoir le choix soit Windows, soit Ubuntu. Donc installer Ubuntu en parallèle de votre Windows, c'est super simple, ça marche très bien. Donc il ne faut pas avoir peur. Après, ben, il faut y aller, parce qu'au démarrage de votre PC, il y a Windows ou Ubuntu. Ah oui. Généralement, on va cliquer sur Windows parce qu'il y a nos favoris, nos clients mail, nos amis, Skype, tout sur Windows. Alors, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir aller sur Ubuntu. Alors, la deuxième chose que vous allez faire après l'installation, ben, c'est de commencer à mettre vos favoris sur votre Ubuntu. Utiliser votre webmail pour lire vos emails, installer Skype. C'est pas toujours aussi facile, parce qu'il y a des logiciels, nous, notre époque, où par exemple, on avait MSN. Aujourd'hui, MSN, c'est mort et enterré, mais il y avait vraiment quasi aucune alternative pour passer. Si vous n'utilisez pas Firefox, vous pouvez utiliser par exemple Internet Explorer. Là, par exemple, il n'y a pas d'alternative à la solution. Bah non, mais je sais qu'il y en a. Hein.
Sébastien, pas la peine de faire cette test. Si vous utilisez Google Chrome, par exemple, je repasse la main à Romain juste après, mais si vous utilisez des logiciels qui sont spécifiques à Windows, vous êtes obligé de trouver une alternative. Et quand on cherche une alternative, Internet Explorer. Non, mais je parle d'Internet Explorer. Si tu as des logiciels spécifiques à ce genre de choses, il va falloir un temps d'adaptation, parce qu'il y a des logiciels qui n'existent pas. Après, si vous voulez un conseil, vous pouvez remplacer Internet Explorer par un navigateur web, ça marche. Alors voilà, donc comme je viens de le dire, c'est plus simple de passer de changer d'exploitation si vous déjà utilisez des logiciels qui sont, disons, portables, donc universels. Donc Firefox, Chrome, on va les retrouver sur la plupart des systèmes d'exploitation. Donc si vous utilisez par exemple Outlook, IE et tous les logiciels spécifiques Microsoft, ce sera beaucoup plus dur pour changer de système d'exploitation parce qu'en plus de changer d'OS, vous allez devoir changer de logiciel. Donc, commencez par utiliser des logiciels qui sont multiplateformes. Une fois que vous avez installé, amusez-vous sous Ubuntu. Donc, si vous avez vos favoris, il n'y a aucune raison d'aller sous Windows pour faire vos favoris. Aujourd'hui, avec Chrome, ça se fait plutôt bien. Je crois qu'il y a une synchronisation qui peut se faire. Avec Firefox aussi, avec Firefox Sync. Du coup, tous ces problèmes de favoris, on s'en fout. Tout ce qui est email, pareil. Globalement, aujourd'hui, on utilise des webmails. Tous les systèmes ont des webmails. Donc, au pire, vous utilisez votre webmail pour lire vos emails. Et à partir de là, vous pouvez travailler sur Ubuntu, faire tester les petits logiciels, tester les jeux qui. Alors, je peux juste 32 secondes? Juste pour les profils de Firefox, Thunderbird, si vous utilisez ces logiciels, vous pouvez le récupérer dans AppData de Windows et le mettre dans votre Home sous Linux. Et vous allez récupérer tout de suite vos extensions, etc. Concernant les jeux, alors souvent on dit ouais Linux c'est bien, mais on ne peut pas jouer dessus. Et du coup c'est de la merde. Alors, on dit la même chose sur Mac, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de jeux sur Mac, mais il y en a de plus en plus. Aujourd'hui on voit de plus en plus de jeux sur Mac, mais c'est la même chose sur Linux. Plus ça va, plus on trouve des jeux sur Mac. Par exemple, bientôt on va avoir Steam sur Linux. C'est une bonne nouvelle. Donc des jeux qui vont arriver sur Linux. Alors aujourd'hui sur Linux, oui, on ne trouve pas, il n'y a pas autant de jeux sur Linux que sur Windows. Mais ça va avec le temps. Il y a des solutions comme Sébastien les connaît très bien. Parce que Sébastien il fait des conférences sur comment jouer sur Linux au Ubuntu Party. D'ailleurs, il y en a une ce week-end si vous voulez. Ça va être un peu Et du court. coup, il y a des solutions qui permettent de jouer sur Linux. Par exemple, jouer des jeux Windows sur Linux. Par exemple, les Sims 3. On a d'autres sur Assassin's Creed. Ça marche bien, mais c'est pas encore ça. Mais donc, il y a des solutions quand même qui permettent de jouer sur Linux. Alors, pour baser Linux, ou pour tester Linux, surtout ne vous prenez pas la tête, n'allez pas chercher à droite à gauche comment ça fonctionne, ça on le verra en cours. En cours Linux, vous le voyez déjà pour les BD en ce moment. Donc prenez pas la tête, testez Linux et après en cours vous verrez, si vous aimez, vous allez aller plus loin pour découvrir comment ça fonctionne, tout ce qu'on peut faire. Mais en attendant, installez Ubuntu. Pour installer le logiciel, il suffit d'appeler Logitech. Là, vous avez des milliers de logiciels à votre disposition. Donc voilà. Une chose, surtout, vous ne prenez pas la tête. Testez Ubuntu. Si ça vous plaît, tant mieux. Et du coup, allez plus loin en mettant vos favoris ça pour aller plus souvent. Et si vous n'aimez pas, tant pis. Mais c'est la même chose, hein. Soit on aime, soit on n'aime pas. Après, vous verrez que plus vous allez être Linux, vous allez voir comment on peut faire des petites choses. Alors ça, c'est un grand point, et je veux juste finir sur un second point. Souvent, on dit Linux, ouais, c'est bien, mais ligne de commande, tout ça. Là, dans la conférence de Vincent, et vous n'avez pas vu une ligne de commande. Si peut-être à un moment, il a fait un truc. Non, je les ai pas sortis. Il ne faut pas avoir peur des lignes de commande. Quand il y a un Linuxien qui ouvre un terminal, il fait comme vous sous Windows. C'est juste que c'est plus rapide. Comment vous faites sous Windows pour avoir votre IP? IP config. Ah ouais, vous lancez une ligne de commande. Et pourtant, on peut le faire aussi en graphique. Mais c'est la même chose que Linux. On peut le faire en graphique, on peut connaître notre IP en graphique. C'est plus rapide de faire ifconfig. Donc ça, c'est la commande sur Linux. Donc voilà, les lignes de commande sur Linux, oui, on en utilise beaucoup. C'est juste parce qu'il y a des développeurs, ils ont la flemme de faire de l'interface graphique. Et globalement, on peut tout faire aussi en interface graphique comme sur Windows. Donc on utilise les lignes de commande parce que c'est plus rapide et non pas parce que c'est. Du coup, moi j'ai fini sur ma partie. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Sébastien? Alors du coup, j'aimerais juste conclure sur sa première partie. Donc, hein, je sais pas si vous voyez, quand il dit testez-le, en fait, je veux dire, oui, testez-le. En fait, n'attendez pas les cours de Linux, parce que les cours de Linux en B1 n'auront rien à voir avec l'utilisation quotidienne d'un Linux, créer des utilisateurs ou faire des tâches assez réparbatives. Désolé, mais c'est clair, dans tous les cours de Linux, ça n'a rien à voir avec utiliser un Linux au quotidien sur le desktop. Tout comme les cours de Windows Server n'ont rien à voir avec utiliser un Windows au quotidien, etc. Bon, par contre, Mac, je ne sais pas pourquoi, oui, ça a un rapport. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà,
mais attends, c'est pas un fois, l'an dernier, j'en ai vu pas mal des gens qui se disaient, ah ouais, bon, on verra tester Linux pendant les cours de Linux, puis au final, dans les cours de Linux, tu t'aperçois que tu t'amuses à créer des utilisateurs, créer des groupes, changer les droits, waouh, c'est trop cool Linux, mais non, non, non. Vraiment, voilà, dissocier les cours qu'on a achetés en cours avec l'utilisation d'un Linux au quotidien. Et donc, faites le test de Linux, de Ubuntu, etc., comme ça, comme l'a dit Romain. Et puis, suivez bien vos cours parce que, quand même, c'est un peu intéressant. Alors, pour compléter ce que vient de dire Sébastien Romain, en gros, dans votre VM, faites gaffe parce que vous allez vous dire, oh là là, il y a des ralentissements, oh là là, l'icône là-bas, elle clignote, ma souris se barre dans tous les sens, je peux pas l'utiliser, oh là là, j'ai des problèmes de réseau, c'est super lent, puis ça bug parce que j'ai pas fait mes mises à jour, tout ça. Il y a un côté, vas-y Sébastien. Non, non, je vais te dire aux gens juste, si vous avez 4 Go d'espace libre sur vos disques durs, mettez vraiment le en dur 5 minutes, vous allez voir, ça va pas vous prendre très longtemps et ça va rien changer à l'installation de votre Windows. Sophie, vous avez une bonne expérience, vous allez être immergé dedans, vous allez pas être, enfin votre curseur va pas être capturé dans la VM ou vous n'allez pas avoir de problème de ce genre-là. Et surtout, il y a le côté où, je me rappelle que quand on était en B1, on est revenu de la Ubuntu Party, puis on s'est dit bon, on teste très bien Linux, mais au final, le côté être sous Linux, c'est être obligé de faire face aux difficultés. Typiquement, sous Linux, bon voilà, j'ai démarré, je veux surfer. Ok, je surfe. Voilà, je suis habitué à me connecter à un serveur FTP. Comment je fais? J'ouvre Fazilla, je sais pas, regarder un film. Et petit à petit, on va réussir à résoudre des problèmes. On va réussir à trouver des alternatives, parce que ça, c'est vraiment le truc le plus classique, au logiciel qu'on utilisait seulement sous Windows. Et on va mettre un certain temps à se dire, il y a une utilisation possible, voir c'est agréable, voir ça commence à me plaire un petit peu, mais il faut réellement se forcer à l'utiliser une bonne semaine avant d'avoir résolu tous les problèmes et avoir le plaisir de l'utiliser, quoi. Il y a une bonne semaine d'adaptation. Romain? Alors, quand on entend du problème, c'est des trucs tout cons qui peuvent arriver dans Ça se résout très vite. Globalement, Effectivement. on installe Ubuntu, on n'a pas de problème, hein, la Wi-Fi marche, le téléphone marche, enfin, aucun souci. Sauf si vous avez un PC bizarre qui sort de mais globalement, aujourd'hui, tout marche. Si vous êtes sous Ubuntu, il y a un truc super. Alors, moi, personnellement, la doc Microsoft, je la cherche encore pour faire des trucs tout simples. Il n'y a vraiment aucune documentation. C'est super galère. Ils ont fait un truc bateau et puis à la fin, ils vous disent ça vous plaît ou pas, oui, non. La doc est vraiment, je trouve, bâclée pour l'utilisateur. Pour les professionnels, ça doit être mieux. Vous voulez installer un logiciel, mais vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes de son. Alors, vous allez taper son. Faites entrer. Vous êtes sur la documentation Ubuntu. Là, on vous propose d'aller dans l'onglet son. Vous passez par Google. Et puis le son, comment ça fonctionne. Et là, vous avez un petit menu qui va vous montrer globalement comment résoudre votre problème. Alors, on va d'abord vous orienter en général sur des pistes graphiques. Là, ça dépend des pages. Mais elles ont été écrites par la communauté. En fait, c'est un wiki, un peu comme Wikipédia. Il y a des gens qui se sont dit, on ferait bien une documentation pour aider les utilisateurs. Donc, on va créer un site, et puis les utilisateurs vont eux-mêmes créer la documentation. Alors, au début, ça doit être un petit peu galère, ils ont dû mettre du temps, et au final, la documentation Ubuntu est vraiment très complète, et il y en a pour chaque distribution. Si vous voulez utiliser Fedora, il y a la doc Fedora. Si vous voulez utiliser OpenSUSE, non, il n'y a pas de doc. Si, il y a 3 pages. Il y a 3 pages. Mais si vous voulez utiliser donc les 2 grosses distributions principales, il y a une documentation spécifique pour chaque distribution avec toute l'aide qu'il y a besoin. Et je crois que tous les problèmes que j'ai toujours eu ont toujours été résolus là-dedans. Un exemple bête, sous Linux en général, il y a une réputation de problème de driver. Ah, ma carte graphique marche pas. Ah, le Wi-Fi marche pas, etc. Moi, ça m'est arrivé sur ma machine, première année. Alors le Wi-Fi c'est plus classique et c'est le plus chiant parce que quand t'as pas le Wi-Fi tu fais pas de mise à jour. Moi c'était le jack, je pouvais pas brancher de casque et le son sortait toujours par mes enceintes. Enfin je pouvais brancher un casque mais le son sortait toujours par mes enceintes et jamais par mon casque. Donc je suis simplement allé sur la référence de mon ordinateur. Ici j'ai tapé Asus G51, je suis allé dans la doc, j'ai pas mon pavé numérique bien sûr. G51. Voilà, et là j'ai une petite liste qui va me montrer globalement sur mon ordinateur qu'est-ce qui marche pas. Alors des icônes, fonctionne après quelques manipulations. Fonctionne, c'est le son. Et on descend un petit peu. Alors là on voit, moi je suis arrivé sous Linux en Ubuntu 10.04. Et puis là j'ai juste ça copié-collé dans ma ligne de commande. Ça m'ouvre un truc, je copie-colle ça à la fin, j'enregistre, c'est fini, ça marche. Il n'y a rien de plus simple à faire. Il y a des problèmes, alors après d'autres trucs que j'ai jamais eu. Et puis je le faisais jusqu'à l'an dernier. L'an dernier, subitement, ça a été patché définitivement par la distribution.
Et aujourd'hui, j'ai plus aucun problème, ça marche très bien. Et je dirais même une petite pointe marrante. Quand je formate mon PC et que je dois réinstaller un Windows 7 ou Windows 8 tout propre, le CD, c'est un truc de fou, il fait 4 Go 7, il est énorme quoi, Ubuntu comparé, ça fait 0,6 Go, c'est juste monstrueux. J'installe mon Windows et bah oui, mais une fois que j'ai installé Windows, alors je dois installer mes pilotes graphiques parce que de base ceux qui sont installés c'est des pilotes à chier. Faut que j'installe mes pilotes de son, sinon j'ai pas le 5.1. Il faut que j'installe mes pilotes pour reconnaître toutes les petites touches, FN pour monter le son, etc. Enfin toutes les touches multimédia sont pas reconnues. Le touchpad, même chose, je peux pas utiliser les fonctionnalités de défilement, etc. Sous Ubuntu, globalement, tout va être détecté de base et pour toutes les configurations. Toutes les touches que vous avez sur votre ordinateur, toutes les petites fonctionnalités spécifiques à votre machine sont en général reconnues par défaut. Et si c'est pas reconnu, alors les problèmes de touchpad c'est régulier, tu as un truc là-dessus, je sais plus comment il s'appelle. Synaptics, ouais, mais justement, si t'as pas un touchpad Synaptics, c'est le problème. Il y a une grosse marque. En général, ce genre de problème, donc comme tu as eu sur les touchpads, tu vas dans la doc, tu tapes la référence de ton touchpad et on va te montrer un petit guide. En général, en l'espace de 5 minutes, tu as résolu ton problème et tu peux l'utiliser à 2 doigts, 3 doigts, faire des pinces, etc. Tout fonctionne pas. Ce genre de choses, ça marche très vite. Ubuntu, il est pas lourd, mais après, il y a tous les packages. Bah, les packages, en fait, ils sont installés par défaut, t'en as pas besoin. Enfin, ceux qui sont installés type navigateur, type un document texte, etc. Quand tu l'installes, on te demande d'être connecté pour pouvoir télécharger tout ce qu'il faut pendant Bah, l'installation. seulement les mises à jour. Alors du coup, j'aimerais bien, non mais justement pour faire un truc comme ça, j'aimerais bien juste dire un truc. C'est vrai qu'Ubuntu, ça fait donc afficher 150, enfin une ISO de 150 mégas. Si on veut, on peut être connecté à internet pour qu'il télécharge. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas C'est nécessaire. pas obligatoire. Donc après installation, après avoir été chercher les trucs sur internet, on a à peu près un dossier d'installation qui fait moins de 2 gigas. Tu confirmes 1,3 gigas je pense. Quand tu fais quoi? Bah tu sais quand tu installes une Ubuntu, combien de place elle prend 1,3 gigas, un truc comme ça. Oh, j'en sais rien, oui, dans ces eaux-là. Ok, allez on va dire 2 gigas parce que voilà. Quand c'est décompressé. Windows, donc il y a un DVD, je crois que l'ISO c'est 1,6 gigas. Et il y a une magie, il y a un truc mais magique avec Windows, c'est que quand vous l'installez, genre à aucun moment il accède au réseau, mais pourtant vous avez 10 gigas installés sur votre ordinateur. Alors, petit indice, ça met plus d'une demi-heure installé. Donc ça doit décompresser dans tous les sens et je pense qu'ils ont des algos pour compresser à mort. Voilà, c'est juste pour dire ça. C'est ouf. Mais C'est vrai. n'ayez pas peur des problèmes, hein. Je veux dire, les problèmes, pourquoi il y a plus de problèmes sous Linux que sous Windows ou que sous Mac, c'est simplement parce que sous Windows, si on ne fait pas de pilote sous Windows, le matériel ne marche pas. Et sous Mac, Apple ils s'embêtent pas, et s'ils ne s'embêtent pas, ils font 3 machines, et voilà, ils ont que 3 machines à s'occuper. Et du coup, sur Linux, tout le monde peut installer son Linux quelque part, et du coup, les constructeurs ne veulent pas faire 36 000 pilotes, ou ils ne veulent pas faire 36 000 pilotes, et du coup, tous les décisions ne sont pas pris en charge. Donc, c'est pour ça qu'on a des risques, il y a plus de risques que ça ne marche pas sous Linux. Globalement. Mais sous Linux, sous Windows aussi, on a des problèmes, et dans certains cas C'est ça. particuliers, par exemple les 5.1, souvent, il y a besoin de rajouter le pilote de la carte son pour que ça marche sous Windows. Ah, c'est la même chose. Je dirais que Linux a eu pendant les 10 dernières années, on va s'arrêter de moins 10 à moins 5, moins 5 ans, a eu des gros problèmes de driver. Et je pense que c'est juste résolu simplement par le nombre d'utilisateurs qu'il y a. Plus il y a de gens, plus il y a de pilotes, tout simplement. Enfin, il y a des gens qui travaillent dessus. Je dirais qu'aujourd'hui, si Linux doit être en part quelque part, ça va être plus sur les tablettes graphiques, les tablettes tactiles. Ce genre de choses-là, on sait que les écrans tactiles sont assez mal pris en charge. Il y a du mieux. Je sais que les écrans, il y a la dernière Ubuntu partie, il y avait des soucis dessus. Ça se résout. Ça va prendre peut-être 6 mois. Donc Sébastien avait l'air de faire une tête bizarre. Peut-être que c'est résolu depuis 6 mois, je sais pas. J'avais entendu ça comme ça. Mais globalement, en fait, il y a un manque de participation des constructeurs. Quand vous achetez un téléphone, par exemple, vous allez vous dire, voilà, j'ai un téléphone Android. Dessus, je veux mettre une distribution. Enfin, je veux mettre une distribution. Je suis fort clair. Je veux mettre Cyanogen. Eh ben, Cyanogen a besoin des pilotes de votre téléphone pour pouvoir vous faire le GPS, pour vous mettre le son, etc. Et ces pilotes-là, en général, ne sont associés à votre téléphone qu'avec votre opérateur. Votre opérateur vous vend un téléphone et l'opérateur a été acheté du travail chez le constructeur pour avoir les pilotes qui fonctionnent correctement avec l'OS qui est installé sur le téléphone. Et là, c'est un petit peu le même combat sous Linux. Si, c'est bien. Non, c'est pas un téléphone, c'est la boîte. T'as vu, il est bien mon téléphone, il est tout transparent. Donc si vous voulez avoir des pilotes typiquement sous Linux, vous avez deux solutions. Soit les pilotes sont développés par des gens qui vont les faire ce qu'on appelle libres,
ils vont développer des pilotes, ils vont faire du code source et ils vont le donner à une communauté qui va se charger de le packager, etc. pour toute cette distribution. Soit un constructeur type NVIDIA va faire lui-même un installateur, enfin là c'est distribué dans les dépôts je crois, enfin maintenant c'est distribué sous forme de dépôt, et ils vont directement packager eux-mêmes un paquet propriétaire qui va s'installer et qui va vous permettre de jouer. Je vous ferai une petite démonstration à la fin de la conférence sur un jeu typiquement, enfin le jeu auquel on joue sous Linux qui est magnifique. Et quand je dis magnifique, il envoie de la purée. Qui fonctionnera très bien, et du coup voilà, les problèmes de driver c'est quelque chose qui est pas forcément récurrent, quoi. Ça dépend simplement de l'époque, de la machine. Comme je disais, sur les tablettes tactiles il pourra y avoir des problèmes. Sur PC aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui est terminé, quoi. Il n'y a plus de soucis. Ouais, enfin, je dirais que ça peut arriver, mais voilà, faut pas se focaliser là-dessus. Déjà, juste tester avec un LCD, et puis vous verrez de toute manière si vous avez du réseau avec votre Wi-Fi, si votre carte graphique a tenu ou je ne sais quoi. Par exemple, si vous avez une NVIDIA, bon, tout va bien, si vous avez une ATI, tout va bien, mais moins. Vous voyez très bien avec un LCD, si les fonctionnalités vitales sont là, si elles sont là, voilà, vous pouvez l'installer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, juste je vais clore cette diapo. Alors globalement, j'avais trouvé des avantages au dépôt. C'est vrai que c'est ce qu'on utilise tous les jours, hein. On s'amuse jamais à confier nos logiciels. Franchement, c'est vraiment le genre de choses. On le fait quand on a voulu trouver un logiciel qui est très peu répandu. Ça m'arrive jamais. Enfin, honnêtement, je crois que ça m'est arrivé une fois depuis que j'utilise Linux. Les avantages au dépôt, on va dire il y a 4 gros dépôts, il y a 4 gros points positifs. Vous avez la centralisation des mises à jour. Donc ça, les Mac ils connaissent, hein. App Store, c'est génial. Ça se met à jour automatiquement, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand c'est comme ça. C'est comme dirait Sébastien qui vient de partir, c'est le développeur qui fait l'effort. Le développeur va faire son logiciel, et puis une fois qu'il a fini son logiciel, c'est à lui d'en chier pour que son logiciel soit dans les dépôts. Mais une fois que c'est fait, en tant qu'utilisateur, on a juste un centre de logiciel, on va dedans, on tape le nom du logiciel, et automatiquement il sera mis à jour, patché, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est appréciable et qui est en train de venir sous Windows par les applications qu'on a dans l'interface métro, c'est en train de venir comme ça avec son store. L'avantage, c'est typiquement pour Flash. Si vous utilisez Windows, vous avez au moins utilisé Windows dans votre vie. Flash, Java et compagnie se font des pop-up toute l'année pour vous dire hop, j'ai une mise à jour, j'ai une mise à jour, j'ai une mise à jour, et toutes les 5 minutes, il faut cliquer sur oui, 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 vas-y, fais-la, fais-la, fais-la. Ce genre de choses, vous n'allez pas l'avoir parce que ça va passer automatiquement dans vos mises à jour. Vous avez une mise à jour par semaine, sous Mac, ça doit être tous les je sais pas combien de mois, enfin c'est le même principe. Vous avez une grosse mise à jour qui passe, avec tous les logiciels qui doivent être mis à jour, vous cliquez une fois sur OK, et hop, roulez jeunesse, tous les logiciels sont mis à jour. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc pour les dépôts officiels, il s'agit de la dernière version qui a été testée. On va prendre un logiciel, on va prendre VirtualBox. On va dire que VirtualBox fait une mise à jour aujourd'hui, et on va dire que cette mise à jour empêche le bon fonctionnement de Windows 8 parce qu'ils ont traité la manière d'affichage un peu bizarrement, ils se sont plantés, ils ont fait une connerie. Si on mettait la dernière version sortie de VirtualBox, on aurait des logiciels qui sont plus ou moins stables. Ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, je disais, il y avait une phase de préparation. Par exemple, pour la prochaine Ubuntu, la 13.04, qui va sortir en 2013 au mois de mars, les logiciels qui seront intégrés, ce sont les dernières versions. C'est-à-dire, on prend un logiciel, on le soumet, et Canonical va prendre ce logiciel et le tester pour être sûr qu'il n'y a pas de bug, qu'il ne fait pas planter votre ordinateur, qu'il ne le fait pas figer, qu'il ne plante pas d'autres logiciels qui sont autour, et surtout qu'il ne fait pas de failles de sécurité, ce genre de choses. Une fois que c'est fait, votre logiciel est intégré. Donc vous avez la dernière version stable du logiciel, mais la version stable au sens de ce qui est fourni en termes d'utilisation. Il y a une exception pour Firefox qui est mise à jour en permanence. Et le dernier point, c'est la réactivité. Alors j'avais noté pas besoin d'antivirus. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un jour où il faudra trouver une solution à ce problème-là. Des gens qui vont commencer à faire des petits scripts ou qui vont commencer à faire des petits spyware ou des conneries comme ça qui vont se mettre dans le home et qui vont s'exécuter tout seuls. Ce sera sur activation parce qu'on ne peut pas lancer un logiciel automatiquement. Vas-y. Il y a aucun projet, mais je sais pas. Alors à partir du moment où tu as un trojan, c'est un virus, c'est que tu as tapé ton mot de passe pour l'autoriser à s'installer. Donc s'il voulait s'installer, disons si tu installes un logiciel mais tu sais pas ce qu'il fait. Par exemple, tu veux installer Skype. Skype, je suis obligé de le dire comme ça, mais c'est un logiciel qui est propriétaire et on ne sait absolument pas ce qui se passe dedans. C'est une boîte noire. On prend une boîte noire, on l'installe, on tape son mot de passe, ça fonctionne. Il fait logiciel de son, mais il peut très bien faire spyware. Juste, j'en ai aucune idée. J'ai tapé mon mot de passe et je l'ai autorisé à s'installer.
Par contre, tu es en train de surfer, et d'un coup, tu cliques sur un lien de téléchargement. Et ce lien de téléchargement déclenche autre chose, ou c'est du phishing, ou je sais pas trop quoi. On te met une interface qui te fait croire que tu es en train de faire quelque chose, mais en fait, tu fais complètement autre chose. Par exemple, on veut te faire croire que tu télécharges un logiciel, et pendant que tu le télécharges, typiquement sous Chrome, il me semble que le téléchargement est caché, c'est dans ta barre, ça tourne en bas. Tu télécharges un truc, tu cliques sur exécuter, t'as aucune barrière, tu vas te manger le trojan de ta pas le choix. Sous Linux, on va te mettre un petit mot de passe, on va dire ce que tu veux l'exécuter. Et là, tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment autorisé ce téléchargement, cette exécution? Est-ce que c'est censé faire ça? Il y a un moment où ça te met la puce à l'oreille, tu vois. Si tu es en train de surfer et qu'on te demande un mot de passe pour installer un logiciel, tu dis, je suis en train de surfer, je suis pas en train de, enfin, je faisais pas une recherche d'installation de logiciel. Oui, ça peut être dans le logiciel que tu télécharges. Alors, si ton logiciel est dans les dépôts officiels, il n'y a aucune chance. Si ton logiciel, c'est un dépôt que tu as ajouté toi-même, tu as tapé ton mot de passe pour autoriser l'ajout du dépôt. Et si c'est quelqu'un qui t'envoie un exécutable ou ce genre de choses-là, évidemment, tu vas te faire pourrir ta session, mais comme je disais tout à l'heure, les autres utilisateurs de la session n'auront pas ni le spyware, ni le trojan, ni le bordel qui fera bousiller ta session. En pratique, sur des serveurs, oui, il y a des gros risques quand même, parce que s'il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes, connecter un serveur web avec des failles, donc il peut y avoir des problèmes, des sécurité du coup. Mais il y a des solutions qui permettent de vérifier par exemple qu'il n'y a rien d'installé de nouveau sur votre serveur. Mais oui, il y a des risques, mais après, sur un Ubuntu par exemple, qui n'est pas un serveur, donc qui est basique seulement pour vous, le logiciel, qui n'est pas de serveur installé, etc., vous n'avez pas de risque d'intrusion. On va prendre Apache, qui est un logiciel qui est utilisé à 98% sur des serveurs web. Apache, c'est un logiciel où typiquement, on a des gens qui vont chercher toute l'année, sans relâche, des failles pour pouvoir faire péter des sites qui coupent, pour pouvoir faire sauter le plus vite possible le blog du mec d'en face, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment dans ce but-là que les gens cherchent des failles, mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui s'acharnent dessus très fort et qui vont se dire, est-ce qu'on peut nuire à la relation, enfin, à l'image d'Apache, est-ce qu'on peut nuire à un site en particulier, est-ce qu'on peut nuire globalement à ce logiciel, et on va trouver une faille. Cette faille, si elle est révélée sur un forum, il y a un mec qui va se dire, oh putain, mais attends, c'est critique, parce que j'ai un site qui est en train de tourner, un site en production, et j'ai une faille qui me permet, par exemple, de remonter soit la racine de mon PC en administrateur. Sébastien, tu veux me montrer quelque chose? Oui, on verra après, j'ai pas compris. Mais juste ce temps-là. Oui. À 19h? Ouais, Il est quelle heure? 23. Effectivement, on va abréger. Et globalement, donc, ces mises à jour-là de sécurité, comme je disais, c'est des mises à jour critiques. Elles vont être remontées le plus vite possible aux gens qui font le logiciel. Ces gens-là, ayant connaissance, vont corriger immédiatement la faille, et vous n'allez pas attendre 3 mois avant d'avoir une mise à jour. Là, le jour, le lendemain ou le surlendemain du package, du package de ce bug fixe, vous allez le recevoir automatiquement dans vos mises à jour communes. Et si vous faites vos mises à jour régulièrement, le patch, est appliqué directement. Donc en général, les failles restent vraiment pas très longtemps dès lors qu'elles sont connues. Et donc il y a possiblement un risque sans antivirus tant que la faille se balade, tant qu'elle n'est pas révélée, quoi. De toute façon, sur Linux, on fait presque tous les jours les mises à jour. Ah. Des get date et black. Ouais, mais sur un serveur, est-ce que tu te connectes tous les jours à ton serveur? Ah, Moi perso, j'ai un serveur qui tourne dans mon salon et c'est vrai que il tourne et puis je m'y connecte une fois tous les 6 mois, quoi. Donc ça tourne tout seul, j'y touche pas, je m'amuse pas. Après, c'est vrai qu'il faudrait théoriquement faire un petit script qui se connecte tous les jours. Après, la danger, c'est de laisser soit ce script tourner en route, parce que là, s'il y a une faille, tu peux te faire frustrer facilement ton serveur, soit stocker ton mot de passe dans un fichier pour le faire en sudo, et là, c'est le même problème, parce que si tu te fais choper ton serveur, t'es un petit peu coincé, quoi. Après, des fois, il n'y a pas de faille et tout va bien, c'est juste que tu n'as pas appliqué les bonnes politiques de sécurité et du coup, ton mot de passe a été craqué. C'est ça. Romain, tu veux Sur ça? un serveur, normalement, la bonne pratique, c'est quand même de ne pas faire les mises à jour tous les jours et surtout de ne pas les faire automatiquement. Sur un serveur, quand on fait des mises à jour, on regarde la mise à jour se faire et on vérifie bien que tout s'est bien passé. C'est ça. Parce que même si c'est une petite correction de bug de merde, on ne sait jamais, comme c'est un serveur, c'est important, alors on ne sait jamais, alors on vérifie. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer un truc tout bête, vous avez un script qui est en train de tourner en sudo, enfin il se lance avec un cron, il se lance tout seul automatiquement, et quelqu'un arrive à exploiter, par exemple, via une faille d'Apache, arrive à remonter dans votre arborescence, et il va faire un truc tout bête, il va aller modifier, s'il en a le pouvoir, le fichier qui contient vos sources logicielles. En fait, on a parlé de dépôt tout à l'heure, c'est des liens qui sont empilés dans un fichier texte, et à chaque fois que vous voulez installer un logiciel, on va lire ce fichier texte, et on va consulter chaque URL. Et si le gars arrive à mettre son propre dépôt à l'intérieur, alors il peut installer n'importe quel logiciel sur votre machine.
Et il pourra éventuellement mettre à jour Firefox par une mise à jour de Firefox qui leur avait relais, etc. Donc c'est ce genre de choses qu'on évite. Là, je passe un petit peu, si vous connaissez XBMC, vous voulez faire un media center qui lit tous les formats, qui est ultra puissant, qui est basé sur VLC, etc. Vous allez sur xbmc.org, admettons, je sais plus l'URL. Vous allez voir, c'est super, c'est une interface graphique qui s'installe aussi bien, enfin comme Unity, GNOME ou KDE. À la petite différence que ça se gère avec une manette de 360 par exemple. Enfin moi dans mon salon je l'avais utilisé comme ça. Et vous avez quelque chose qui ressemble très fort à une interface de Xbox. Enfin vous pouvez changer, il y a 10 000 interfaces qu'on peut changer dessus. Et vous pouvez faire facilement un espèce de lecteur DVD de salon, vous pouvez mettre vos jeux vidéo, enfin ça vous fait une espèce de console de jeu, c'est surpuissant. J'ai juste pas le temps d'en parler. Des projets uniques, alors là c'était plus sur le domaine des logiciels libres. Wikimedia. Un an après, est-ce que tu regrettes pas de l'avoir vu? Marble, Ouais. j'aurais bien fait une démo, mais c'est vrai que maintenant ça commence à faire un petit peu vieux. Non, non, OpenStreetMap, vous connaissez? On sort un petit peu. Bon, vous connaissez Google Maps? Bah, il y a des gens, ils ont pris leur téléphone, ils ont activé le GPS, ils ont marché dans la rue, ils ont fait une trace GPS, ils sont allés sur un site et puis ils ont cartographié ça. Et puis ils ont fait toute la France, toute l'Europe, tout le monde entier. Et on a le monde entier qui a été cartographié avec des téléphones allemands. Et c'est vraiment, c'est surpuissant, enfin c'est super précis. Il y a énormément de détails, les gens, enfin il y a des, je crois que c'est en Allemagne, ils répertorient les arbres, les bouches d'égout, les passages piétons, et du coup il y a une précision, enfin il y a une espèce d'acharnement, c'est une espèce de trip les gens qui contribuent à ce site-là. Donc vous allez sur openstreetmap.org, vous allez voir une carte du monde se base donc sur les vues GPS de Bing, il me semble. Les gens superposent la carte physique avec leur trace GPS, enfin la carte satellite de Bing avec leur trace GPS et ils n'ont plus qu'à mettre les tracés des routes, etc. Et c'est un projet communautaire qui ressemble pas mal à Wikipédia, je trouve, dans le sens où les utilisateurs contribuent eux-mêmes à améliorer le site. C'est super puissant. alors juste, si je peux me permettre, en fait, OpenStreetMap, voilà, comme il vient de le dire, c'est le Wikipédia de la cartographie. Donc il y a une carte du monde qui est faite de la même manière que Wikipédia, où chacun dit, tiens, à cet endroit il y a une route, elle s'appelle comme ça, etc. Et là on se dit un petit peu, c'est quoi la finalité au final d'un projet comme ça? Est-ce que c'est juste pour des abrutis, pour qu'ils puissent marcher dans la rue avec leur GPS à la main? Non, c'est vrai qu'il y a une finalité un petit peu plus poussée, à savoir que OpenStreetMap propose des données libres. Alors, donc libre, ça veut dire qu'en fait, les cartes qui sont générées à partir de OpenStreetMap peuvent être distribuées librement, gratuitement, etc. Voilà. En fait, une carte, c'est vrai que ça peut être utile, par exemple, pour nous, si on veut aller chez notre mémé et qu'on ne sait pas où est la ville. Mais au final, la cartographie, c'est quelque chose de très important pour les êtres humains. Je veux dire, si quand tout le monde crevait la dalle, tout le monde crevait de vieillesse à 30 ans, au Moyen-Âge, on s'emmerdait à faire des maps, à faire des cartes, c'est que finalement les cartes ça servait à quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, les cartes ça peut servir pour, quand ça sert aux pompiers. Effectivement, les pompiers, s'ils veulent intervenir à un endroit, ils doivent savoir par où passer pour un chemin plus court, etc. Et le projet a été lancé en voyant que il n'existe aucune cartographie libre que n'importe qui peut utiliser. Par exemple, les secours, donc vous savez, à Haïti, il y a eu un tremblement de terre, ou tsunami, ou j'en sais rien, tremblement de terre. Voilà, tremblement de terre, ok, très bien. Donc voilà, ce qui allait mal, etc. Et là, on s'est aperçu que, au final, des gens comme Google Maps, des entreprises comme Google Maps, n'avaient pas cartographié Haïti. Vous regardiez la capitale de Haïti, je disais ce que c'est, mais il y avait deux routes perpendiculaires. Il y avait en gros deux routes perpendiculaires. Avec ça, qu'est-ce que vous voulez que les secours fassent quelque chose? Grâce à OpenStreetMap, toute la ville a été parfaitement bien cartographiée et les secours ont pu utiliser cette cartographie pour mener leurs actions le mieux possible. Je vais continuer. Ah ouais, non mais juste en doute, vous allez tous rester pour manger après, hein? Non? Ok, donc c'est pour ça qu'on va abréger parce que... Ouais. Non mais ouais, c'est ça l'idée. Je crois l'RTA, je pense que le dernier il est vers 21h50, enfin pour dans le doute 21h quoi. 18, je pense que c'est les mêmes horaires, 20h, 21h, faut vérifier. Non mais ok, donc du coup, Dans le sens, pour aller vers Aéroville, le 14, ça va être... on va essayer de faire ça rapidement parce que... Donc prenez 20h30 pour être sûr. Putain, je vais même pas pouvoir faire ma démo. Bon, j'avais un truc sympa, c'est un petit logiciel qui s'appelle Blue Proximity. C'était pour montrer... Non mais ça me fait vraiment triper de le faire à chaque fois, juste je vais pas pouvoir à cause de mon oreillette Bluetooth. C'est un logiciel en fait qui va écouter votre carte Bluetooth. Votre carte, oui c'est ça, je dis pas de conneries.
qui va s'associer donc avec votre téléphone et qui va juste calculer à combien de pourcents il reçoit votre téléphone. Alors vous allez vous allumer votre PC et vous arrivez à peu près à 1 mètre et vous allez perdre en signal. Et plus vous éloignez votre PC, plus Blue Proximity se rend compte que vous vous éloignez, il fait un petit calcul, et vous pouvez locker automatiquement votre ordinateur dès que vous avez été passé 2 mètres. Donc vous avez votre téléphone dans la poche qui est juste allumé en Bluetooth, vous partez, votre PC se lock, vous revenez à votre PC, vous essayez, il se déloque. C'est super sympa, mais juste je peux faire la démo ce soir, puis c'est pas forcément très utile. Sur la liste de tout à l'heure, on avait une liste de logiciels. C'était vraiment une présentation des logiciels qu'on a que sous Linux, parce qu'il y en a vraiment un beau paquet qui est super sympa. Marble. Alors Marble, vous connaissez tous, c'est Google Earth, si je dis pas de bêtises. Google Earth, voilà, c'est l'espèce de petit sphère qu'on peut faire tourner. Marble, c'est la même chose. Ça a été refait sous Linux. Ça se base sur OpenStreetMap. Vous pouvez changer les skins de cartes pour changer la tête de la sphère, et puis voilà. SeaWorld, c'est un petit jeu super sympa en 2D, mais qui est vraiment magnifique. Et on va achever sur la compatibilité et interopérabilité. Alors voilà, sous Linux, il y a un truc en particulier sur lequel je mets toujours l'accent, c'est la compatibilité et l'interopérabilité. Vous avez typiquement des partitions NTFS sur votre ordinateur. NTFS, c'est un format qui est fait par Microsoft pour des partitions. Et ce format, il me semble à ce jour, n'a toujours pas été documenté. On n'a pas de documentation officielle faite par Microsoft. Et du coup, moi j'allume mon ordinateur sous Linux et je peux pourtant aller sur mes partitions. Il y a des gens qui ont fait de la rétro-ingénierie sur ce système de fichiers et qui sont allés chercher comment est-ce qu'on faisait pour lire, écrire, comment est-ce qu'on pouvait déplacer un fichier, comment est-ce qu'on pouvait faire plein de choses. Et au final, la nouveauté avec Windows 8, c'est que, je sais pas si vous êtes au courant, Windows 8 est capable de booter en 10 secondes. Alors en fait, Windows 8 fait un truc un petit peu bizarre, on m'a expliqué que quand on l'éteint, en fait Windows 8 ne s'éteint pas, il se met plus ou moins en veille prolongée. Et il y a une phase en fait où il va sauvegarder vos fichiers temporairement le temps que vous redémarriez, parce que si vous étiez en train de faire plein de trucs, le but c'est de s'éteindre rapidement et de se rallumer rapidement. Et en fait, il va terminer les opérations d'écriture une fois que vous aurez rallumé votre ordinateur. Donc vous avez une extinction et un rallumage qui est très simple. Il va prendre votre RAM et il fout tout sur le disque. Et au prochain redémarrage, il prend ce qui est sur votre disque, il le refout dans la RAM et il terminera d'écrire proprement les fichiers au bon endroit, etc. Si vous étiez en train de faire des choses, il replacera les fichiers au bon moment. Le problème, c'est que quand vous éteignez votre ordinateur sous Windows 8, au final, vos fichiers ne sont toujours pas présents physiquement sur votre disque dur. Donc si vous avez un ordinateur sous Linux qui fonctionnait très bien jusque-là avec les partitions NTFS, il va y avoir des problèmes qui vont arriver. Parce que le mode de fonctionnement de Windows 8 est un peu différent d'avant. Et typiquement sur ce point, Microsoft ne va pas donner de solution, ils vont pas chercher à négocier non plus. Donc il y a des changements de système de fichiers comme ça qui font que il se peut que dans les prochains mois, utiliser un Linux et ses partitions NTFS, ça puisse poser des problèmes. Jusque-là, je l'ai toujours fait, et il va peut-être falloir que je change mes manières de faire. Alors là, pour Windows 8, la solution serait de redémarrer Windows 8 et non pas d'arrêter. Apparemment, ça pose pas de problème de bien. C'est ça. Sinon, pour Windows 8, je vous conseille de faire des recherches sur Internet, parce qu'on n'a pas encore testé le dual boot avec Windows 8. Allez-y, bonjour, si vous avez Windows 8. Tout le monde qui a Windows 8? Mais pas en dur. Si vous êtes en dur, faites des petites recherches. Donc, globalement, quand vous allez utiliser Linux, vous allez vous apercevoir que utiliser Linux, c'est avoir un truc qui, je sais pas, vous avez une sensation que vous pouvez l'utiliser partout. Typiquement, vous avez une clé USB, vous foutez votre Linux dessus, vous mettez dans un port, ça boot. Jusqu'à aujourd'hui, je connais pas encore un seul autre OS qui est capable de faire ça. Et ça, je trouve ça super pratique parce que vous avez juste une opération à faire temporairement sur un ordinateur, vous voulez pas changer son état, la seule chose que vous voulez faire, c'est démarrer sur une clé et il va se charger automatiquement tout en RAM. Vous pouvez l'utiliser tel quel. La version de Ubuntu que je vous ai donnée se charge sur une clé USB. Je termine très rapidement parce que c'est vrai qu'il commence à être super tard. Donc, support 64 bits dès le jour de la sortie, forcément, alors ça découle du fait que Linux est open source, on a les sources du logiciel, il suffit juste de les reprendre, de les recompiler pour la nouvelle architecture, ça a pris je sais pas combien de temps, et une fois que c'est fini, Ubuntu fonctionne directement sur une nouvelle architecture. Si demain, on sort des CPU x128 au lieu de x64, vous allez pouvoir utiliser Linux avec très peu de modifications à faire, directement out of the box sur les nouveaux CPU. Je ne sais pas combien, Sébastien, c'est toi qui me disais que Windows avait mis des années à passer aux 64 bits. Si tu veux intervenir là-dessus. Non, mais l'idée, c'est vrai que Linux, au final, supporte pas. Mais non, après, c'est vrai que vous avez peut-être pas beaucoup entendu parler d'architecture d'ordinateur
ordinateur, alors vous savez peut-être que dans votre ordinateur, il y a un x86, alors soit la version 16 bits, soit la version 32 bits. Dans votre téléphone, vous avez sûrement de l'ARM, mais des architectures de processeurs, il en existe. Linux est le système d'exploitation qui doit supporter le plus d'architecture. Par exemple, les Chinois ont créé une nouvelle architecture, donc pourquoi pas, hein, si ça les regarde. Le seul noyau qui est capable de supporter cette architecture qui doit concerner 30 ordinateurs dans le monde, c'est Linux. Après, à côté de ça, c'est vrai que Linux, au final, supporte bien souvent les nouveaux protocoles, les nouveaux formats, bien plus rapidement que les autres systèmes d'exploitation, tout simplement parce qu'il y a énormément d'ingénieurs, par exemple chez Dell, chez HP, chez Intel, etc., qui travaillent dessus. Et par exemple, le 16 bits, Linux a été le premier à le supporter. C'est la même chose pour l'USB 3. Voilà. Ça fait pas très longtemps, mais ça fait pas très longtemps que ça existe, mais Linux, ça fait plusieurs années que ça l'implémente correctement, etc. Mais bon, ouais. Là, les exemples d'architecture que supporte Linux, là, tel quel, vous avez une Debian. Debian, c'est la même chose qu'Ubuntu, hein, c'est juste que Ubuntu, ils ont mis par défaut une belle interface, ils ont mis tout un tas de trucs que juste passer sous Debian. Si vous voulez avoir la même chose, vous prenez une Debian et vous installez vous-même tous les logiciels un par un. Et typiquement, aujourd'hui, Debian, si vous l'avez sur un CD ou sur une clé USB, vous pouvez l'installer sur un Intel, enfin ou AMD 64, en 64 bits. Armel, c'est de l'ARM, c'est ça? Ça, c'est un noyau, on s'en fout. Donc i386, ça, je connais pas cette architecture-là. MIPS, PowerPC, c'était sur les Mac. Je sais pas s'il y en a eu sur d'autres ordinateurs, des PowerPC. Ah, pas faux. Ouais, mais PS3 maintenant, c'est un peu le bordel. On a Spark, qui est une architecture de CPU aussi, qui est utilisée principalement par Oracle. Et puis voilà, vous avez un tas de trucs. Alors ici, vous avez des sources. Si vous avez vraiment envie de passer 3 semaines à les compiler, c'est le moment. Sinon, globalement, donc voilà, la compatibilité se fait au niveau architecture. J'abrège rapidement sur les 2 derniers points. C'est pas celle-là. Je sais plus où c'est qu'on est. Tu vois me souris? Ouais, bah, je termine rapidement sur ça ou tu veux intervenir maintenant? D'accord. Donc ensuite, les... Ah, 2 secondes. Donc, multiplateforme, je sais pas ce que j'ai voulu dire par là, SuperDiscard, Firefox. Alors oui, il y a beaucoup de logiciels qui sont faits sous Linux et les développeurs se disent, pour 1 euro de plus, je le fais sur les autres OS. Donc vous allez avoir des logiciels qui sont faits, par exemple typiquement Firefox, qui sont multiplateformes, Linux, Mac, Windows. Il y a énormément de logiciels qui sont sous Linux qui ont cette mentalité, qui se mettent sur toutes les plateformes. Et le dernier type de compatibilité, c'est plus de la rétro-compatibilité. Wine et Samba. Sébastien, on en reparlera. Wine vous permet d'exécuter tous les logiciels que vous avez sous Windows. Je mets une étoile parce qu'il y en a certains qui ne passent pas. Typiquement les logiciels de jeux vidéo. Les logiciels qui sont un petit peu trop lourds, type Photoshop, ce genre de choses. À mon avis, ça doit passer, mais il faut des capacités monstrueuses. Et Samba, qui est le protocole réseau, qui a été une implémentation et qui maintenant est libre. Sébastien ou Romain, je vous laisse finir. Alors moi je vous parlais, ça n'a rien à voir des Linux, c'est juste pour vous dire que donc voilà, ce soir on a eu une petite conférence, une petite présentation sur Linux. C'est Vincent qui l'a fait, bon, certes il fait partie du labo Linux, mais globalement il n'a rien de spécial, enfin il n'a pas un statut spécial pour faire des conférences ce soir. Ça, ce qui veut dire que n'importe qui d'entre vous peut faire aussi des conférences. Comme Absolument n'importe qui d'entre vous, sans problème. Et du coup je vais faire une conférence toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ça va être un peu chaud parce qu'apparemment c'est parti pour être toutes les semaines. Alors ça fait au début de l'année, puis après... Voilà, après ça se passe, et après il y a plus de conférences, juste que faut prendre préparation, tout ça. Et du coup, si vous avez des idées, un projet, développé dans un petit langage qui n'est peut-être pas commun, un truc que vous avez un projet, vous avez un logiciel particulier que vous voulez présenter, etc. N'hésitez pas à faire une conférence. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation, hein, vous demandez juste à Laurence de faire un petit mail, voilà, sort cette conférence, vous faites vos slides ou autre chose, et vous prenez tout le monde. Donc, bien Laurent, j'ai déjà dit ça. Et du coup, comme ça, vous faites une conférence